Bien le bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et cordial bienvenue, vous, fidèles téléspectateurs de l'émission Convergence et Révolution africaine. Ce soir, mesdames et messieurs, nous bénéficions de la compagnie, d'une très bonne compagnie, celui du consul général et écrivain Ebolo. Nous l'avons ici, ce soir même sur ce plateau, pour pouvoir faire connaissance de lui ainsi que de ses deux derniers ouvrages. Donc, nous allons bondir de ce pas sur lui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame la journaliste. Comment vous allez? Oh, tout va bien. Merci. Nous sommes très heureux de vous avoir ce soir sur ce plateau et nous avons bien hâte de pouvoir connaître le contenu de vos deux ouvrages à présenter. Et donc, avant de pouvoir présenter vos deux ouvrages, nous aimerons faire votre connaissance. Ah oui, ben c'est très simple. Hein. Ok. Moi, je m'appelle Emmanuel Ebolo. D'accord. Je suis natif de Fort-Rossais, actuel au Wando. Ok. Et voilà, je fus élève d'abord dans ce district. Ensuite, j'ai été élève au lycée Salvador Allende de Makwa, où j'ai obtenu un baccalauréat à l'époque. Bon, on peut dire série D, c'est une science naturelle, comme on disait. Ensuite, je suis allé à l'étranger étudier, précisément en Union soviétique à l'époque. Et j'en suis revenu économiste et spécialiste de la gestion d'entreprise. Ensuite, j'étais encore très jeune, c'était les premières années du chômage dans notre pays et j'étais obligé d'aller à l'université Marengwabi. D'accord. Pour ne pas perdre du temps. Justement. Et j'y avais obtenu une licence en journalisme. Okay. Donc je suis un peu dans mon métier ici. Oui. Merci beaucoup. Et après, je suis rentré à la Congolaise de gestion de loterie, la COGELO, voilà, où j'ai occupé certaines fonctions là-bas et Dieu a voulu que j'en devienne directeur général un jour. Et ensuite président du conseil d'administration. À l'issue de cela, je suis devenu député à l'Assemblée nationale. Pourquoi député à l'Assemblée nationale? Parce que j'étais suppléant du ministre d'État Gilbert Ondongo, qui était le député titulaire de la première circonscription de Wando. Et donc j'étais son suppléant, mais comme il était en incompatibilité, donc j'ai siégé à sa place. Au niveau de l'Assemblée nationale, où j'étais d'ailleurs rapporteur de la commission Plan Aménagement du territoire, Environnement, Urbanisme et Habitat. Bon, à l'issue donc de cela, après un mandat, c'était la 13e législature 2012-2017. Bon, j'avais choisi de faire autre chose et Dieu merci, j'avais finalement été nommé par son Excellence, Monsieur le Président public, chef de l'État, aux fonctions de consul général du Congo à Guangzhou, en Chine. Et c'est la fonction que j'exerce présentement. Ah, c'est très intéressant. Et j'ai oublié de vous dire que j'étais aussi, en 2017, élu conseiller municipal de la ville de Wando. Ah, ok. Comme j'étais parti comme consul général à Guangzhou, donc je devais céder la place à quelqu'un d'autre. C'est prévu par les textes, par la Constitution et par le règlement intérieur. Donc, finalement... je n'ai siégé que 2 fois au conseil municipal. J'ai participé à 2 sessions et à l'issue desquelles je suis parti. Ok, très intéressant. On constate que vous avez une vie assez fructueuse en occupant plusieurs places, plusieurs postes, comme je voulais le dire. Alors, bonsoir, monsieur Alexis. Bonsoir, madame la journaliste. Est-ce la première fois pour vous de vous rencontrer avec le consul? Non, mais le consul général du Congo à Guangzhou en Chine est écrivain et c'est à ce titre que nous l'avons reçu sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle. Ce n'est pas la première fois, donc c'est pour la deuxième fois qu'il arrive sur ce plateau. Et déjà pendant la première émission qu'on a eue avec lui ici, il présentait 2 ouvrages et il nous revient aujourd'hui encore avec 2 ouvrages. Mais c'est l'occasion pour nous de rappeler que c'était déjà étrange et ça nous avait marqué au fer rouge parce que ces ouvrages c'était des livres extraordinaires. Il a une plume vraiment magnifique et les titres sont, en disent long, au gré du destin pour l'un et humilité et gloire pour l'autre. Donc avec Dixon, on avait eu l'occasion de les saurer à souhait. On avait essayé même aussi de glisser quelques pots de banane, mais c'est là où nous nous étions rendus compte que l'écrivain avait la maîtrise de ces sujets et des sujets évoqués dans ses livres, des thèmes, et surtout qu'il n'était tombé dans aucun de nos pièges. Et voilà, donc du coup, c'est ça qui nous a fait respecter l'homme et le classer parmi les valeurs de chez nous.
Et donc aujourd'hui encore, nous le recevons comme une des grandes valeurs, non seulement de notre pays, le Congo, mais aussi de notre continent, l'Afrique. Ok. Donc en dehors de ce plateau, est-ce que vous avez eu une relation étroite autre part avec le consul? On a eu l'occasion, en dehors de ce plateau, parce que justement, de la même manière que nous l'avions découvert ici, nous l'avons découvert ici, lui aussi a découvert Alexis Bongo et Dickson Klaus. Alors, à l'occasion du concours culturel François Okobo à Ouando, dont il est l'initiateur, en tant que président de la fondation Ebunga la Vitrine, il nous avait fait l'honneur de nous convier à l'organisation de ce concours. Et c'est là que nous avions eu affaire, n'est-ce pas Dickson? On a eu affaire à des jeunes talentueux parce que Ebunga la Vitrine, la fondation, certainement que son président étant là va le dire avec ses propres mots, la fondation Ebunga la Vitrine, à ce que nous avions pu comprendre là-bas, a pour mission de sortir des ténèbres, de l'anonymat, de l'ombre, les jeunes qui sont là-bas, les valeurs qui sont à Ouando, là, dans tous les domaines, hein, pour que demain ils puissent aussi conquérir le monde et pourquoi pas donner de la valeur tant à la ville de Ouando qu'à notre pays, le Congo, et pourquoi pas de la valeur à tout notre continent. Oh, donc c'est à cette occasion que nous avions été, pour la première fois, l'équipe de Convergence et Révolution culturelle en déplacement pour Ouando. Oui, c'était une très bonne initiative. Très, très Félicitations, monsieur. Mais on peut acclamer pour ça aussi. C'était très bien, oui. Très bien donc, monsieur Dickson, qu'en dites-vous du concours qui a eu lieu là-bas à Ouando? Oui. Alors, il faut dire que c'était pour nous une opportunité octroyée par le président de la fondation, M. Ebolo. Il nous a donné la chance de mettre en exergue, de mettre en évidence nos talents, nos savoir-faire. Et c'était pour nous aussi une opportunité de découvrir Ouando, qui est pour nous une ville... Une très belle ville. Alors que nous pensions, partant de Brazzaville, que c'était un minuscule petit village de rien du tout. Donc c'était une découverte. Voilà, c'était une découverte. Et il faut dire que généralement, hein, ceux qui vivent en ville ont des préjugés sur des enfants qui vivent à l'intérieur du pays. Nous croyons que ces enfants-là n'étaient pas, on va dire, entre guillemets, assez talentueux, intelligents. Mais en tout cas, nous étions sûrs d'aller rencontrer des enfants qui ne valent absolument rien. Voilà. Mais arrivés sur place à Ouando, nous étions surpris justement de voir des enfants très talentueux, très ouverts, très sagaces. Extrêmement intelligents. Et moi, j'ajouterais aussi, au-delà de tout ce que nous avions dit sur M. Ebolo, moi, j'ai retenu lors de la première émission, j'ai retenu de lui de la sagesse. Il faisait montre de la sagesse face aux questions que nous posons. Parce qu'il y avait des questions, comme disait M. Alexis, des questions pièges. Mais c'est un homme qui sait que face à une telle question, moi, je ne vais pas répondre. Et face à celle-ci, eh ben, je vais répondre en disant ceci, en disant cela. Donc voilà un peu ce que je retiens de lui. Et ça transpire de ses livres de bout en bout. En tout cas, au gré du destin, humilité et gloire, c'est des leçons de sagesse. Et je crois que c'est ça qui va encourager le vivre ensemble dans notre pays, sinon dans notre continent. Ok. Et vous alors, monsieur Ebolo, avez-vous un mot à dire sur ce fameux concours dont j'entends parler? Ben oui, le concours culturel François Okobo, organisé par la Fondation Ebunga la Vitrine, comprend quelques épreuves, parmi lesquelles, pour cette première édition d'ailleurs, c'était les épreuves de dictée, d'éloquence, de slam et d'humour. Voilà, et je crois qu'ils ont découvert les talents. C'est eux qui ont encadré même les jeunes. Et leur travail a été vraiment beaucoup apprécié, même par les jeunes eux-mêmes qui ont donné des interviews à ce propos, ou à ce sujet. Et pour la prochaine édition aura lieu au mois de mars de l'année 2023. Voilà, et ils seront encore conviés à aller former les jeunes. Merci. Et cette fois-ci, la préparation partira parce que le concours oppose les lycées, les écoles de formation et les collèges. Bon, donc, souvent, ils iront là-bas pour former les jeunes qui seront identifiés déjà au niveau de ces établissements scolaires. Et après, bon, on va ajouter deux nouvelles épreuves. Ce seront celles de dessin et de conte. Dessin et conte. Voilà, et conte. Donc, après, donc, les premières que j'ai citées ici, c'était la dictée, l'éloquence, le slam et l'humour.
il y aura aussi celle de dessin de contes. Comme ils ont dit, c'est pour identifier, tout au moins découvrir les jeunes talents et les accompagner pour qu'ils deviennent des grands talents au niveau national et international. Très intéressant. Et nous sommes encore choyés, oui, ravis de savoir que ce soir vous ramenez 2 nouveaux romans. Les voici. Oui, mais avant que vous n'entriez dans le roman avec votre invité, j'aimerais souligner, monsieur le consul écrivain, le consul général écrivain, que nous avions eu, Dixon, n'est-ce pas, affaire à, comment on appelle ça, des collaborateurs du président de la Fondation Ebonga La Vitrine, des collaborateurs extraordinaires, donc le directeur général de la Fondation, le secrétaire général et toute l'équipe ont une organisation extraordinaire. Ils ont été vraiment à la hauteur de l'événement, au point d'épater même les officiels qui étaient conviés à l'événement. Et nous avions aimé la complicité qu'il y avait entre vous, à des milliers de kilomètres, et vos collaborateurs sur place, au point où on avait l'impression que vous étiez là à la manœuvre. Et ça, c'est une manière pour nous de leur dire chapeau, parce que nous avions vraiment aimé et apprécié, et nous avions dit que ce genre de choses, il faudrait que d'autres aussi prennent cet exemple. N'est-ce pas, Dixon? Oui, ils prennent cette initiative. Je voudrais simplement vous dire qu'ils n'ont pas été choisis là par hasard. Ah, voilà, c'est ça. C'est pourquoi on dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est des frères que je connais depuis longtemps. On a souvent travaillé dans d'autres circonstances et je leur ai fait vraiment confiance. Et ils me font aussi confiance. Voilà pourquoi ça a marché. Parce qu'on a une bonne entente, il y a une bonne collaboration, il y a une bonne complémentarité. Vous finissez par arriver à un très bon résultat. Très bien, donc on acclame pour la Fondation Ebonga La Vitrine. La Fondation Ebonga La Vitrine, félicitations et vivement la 2e édition. Ok, donc nous allons bondir à présent sur ces 2 romans dont vous nous emmenez ce soir. Promesse, La Promesse et N'oublions pas, on n'oublie pas ses racines. C'est très intéressant. Et donc, vous allez nous en parler là-dessus parce que moi, personnellement, je n'ai absolument rien lu. Mais j'aimerais bien avoir cette envie-là de pouvoir parcourir ces 2 romans, peut-être en une journée, pourquoi pas. Donc, on aimerait que vous nous parliez d'abord du contenu, la quintessence même de ces 2 livres d'ailleurs. Oui, merci. C'est très gentil de me donner cette occasion. D'ailleurs, je suis ici pour ça. Ok, merci. Bon, on commence par La Promesse. Okay. La Promesse. Voilà, ici, il s'agit d'une dame. La dame, elle s'appelle Bouanza. Ok. Bouanza donc, a eu un garçon qui s'appelle Inongo et qui, à l'âge de 20 ans, a quitté le village. Il est parti. Après, il s'est amoureux chez une fille et puis il est parti pour toujours. Mais en partant, Inongo avait laissé une petite sœur de 2 ans. Ok. Bon. Donc, il ne connaissait pas Inongo, bien sûr. Et puis, Inongo est parti et finalement, quelques années après, je crois 30 ans après plutôt, son papa est décédé. Alors, la vieille Bouanza avait maintenant peur de mourir sans revoir son fils, comme l'a été son père. Ok. Le papa est mort sans revoir Inongo. Elle se plaignait chaque fois, Mais sa fille, elle s'appelle Sira Elengi, voilà. Sira Elengi, ça me revient. N'en pouvait plus de voir sa mère toujours se plaindre. Et elle a décidé d'aller à la recherche de son grand frère. Qu'elle n'avait jamais vu, qu'elle ne connaissait pas. Qu'elle ne connaissait pas, elle. Et la maman lui a remis une vieille photo d'Inongo quand il avait 20 ans. Bon, donc, finalement, avec cette photo, Sira Elengi est allée à la recherche de son grand frère. Okay. Voilà, elle est partie parce qu'il fallait retrouver le premier village à partir duquel Inongo avait écrit à ses parents pour la dernière fois. Okay. Et la maman s'est remémoré ce nom, le nom de ce village. Et finalement, Sira est partie jusqu'à ce village-là. Mais c'était très loin. C'était très loin, mais elle a parcouru beaucoup de kilomètres. À peu près, disons, en 1 an après, elle est arrivée là-bas. Mais elle a fait des rencontres en route. Elle a rencontré, il s'est passé beaucoup de choses. Elle a rencontré un jeune qui s'appelle Tsembi. Et finalement, Tsembi l'a accompagnée. Elle a dit, non, je vais te laisser partir seule, je dois t'accompagner. Et elle a accompagné Sira Elengi. Et finalement, chemin faisant, Tsembi devient même le mari
de Syrah avec laquelle ils ont souvent, c'est comme ça que ça se termine, ces choses-là. Alors là-bas, on a à l'étranger, parce que finalement, ils ont su que Inongo se trouvait dans un village étranger. Donc, il fallait aller le chercher dans ce village étranger-là. Mais finalement, après la naissance des quadruplets, il fallait attendre à peu près 2 ans, 3 ans pour que les enfants soient déjà un peu forts, pour que la maman, pour que les deux continuent la recherche. Et ils sont allés retrouver Inongo dans le village Wolinga. Wolinga, c'est trop loin. Wolinga. Et finalement, là-bas, Inongo était déjà chef de famille avec 6 femmes, 24 enfants, des petits-enfants, arrière-petits-enfants, mais chef de village à l'étranger là-bas. Parce qu'il avait hérité de ce trône, il avait hérité du trône de son beau-père. Voilà, le beau-père, quand il mourait, il a dit non, moi je laisse le village à mon beau-fils. Parce que si je laisse à mes enfants, vous allez vous entretuer ici. C'était donc un consensus et on a laissé le village à Inongo. Et voilà, et Inongo a dirigé ce village pendant plus d'une trentaine d'années. Alors, lorsque sa sœur est arrivée, Inongo ne pouvait pas la connaître, puisqu'il n'avait jamais, il l'a vue à 2 ans. Et quand elle s'est présentée à Inongo, Inongo n'en revenait plus. Et elle a dit, moi je suis venue te chercher parce que maman a dit qu'elle ne peut pas mourir sans te revoir. Très bien. Est-ce qu'il faut que nous allions jusqu'à l'atterrissage du roman ou bien on va laisser les lecteurs... un suspense. Bon, mais je vais créer un suspense. D'accord. C'est là où je dois m'arrêter. Ok, c'est bon. Et finalement, donc, Inongo, plutôt Syrah Elengi a décidé de ramener son grand frère au village. Et le grand frère a dit, je peux partir seul, j'ai mes femmes. Il a amené ses 6 femmes et quelques-uns des enfants, parce qu'il était plus grand. Donc, il a ramené je crois qu'il a ramené 12 enfants avec lui. Et jusqu'au village. Maintenant, imaginez la suite de son arrivée au village. Vraiment. Le suspense, les travaillait, ça bat le cœur. On aurait bien revoir, c'est déjà très intéressant. Comment la maman a retrouvé son fils, tout le village. Extraordinaire. On aimerait bien connaître la suite. Et du deuxième roman, on n'oublie pas ses racines. Bon, on n'oublie pas ses racines. C'est aussi, d'abord, vous voyez, ici, c'est une jeune demoiselle, donc Syrah, qui tient à sa promesse. Celle de ramener son grand frère à sa maman, voilà, au village. Vous voyez, une petite fille qui a décidé. C'est 5 ans après qu'elle est revenue. 5 ans après, ça ne s'est pas passé facilement comme ça. Vous voyez, avec les grossesses, avec les quadruplets, tout ça. Il fallait ramener donc 5 ans après. Maintenant, ici, on n'oublie pas ses racines. Là aussi, c'est le jeune Bosso. Le jeune Bosso, bon, il vivait dans un village avec son père. Et finalement, son grand-père a été l'objet d'un assassinat pour des questions de sorcellerie au village, tout ça. Comme ça arrive souvent par les temps qui courent. Et le papa de Bosso a décidé de quitter le village pour aller s'installer ailleurs. Donc en partant, il a amené son fils qui avait 10 ans à peine, Bosso. Hein, son papa s'appelait Etola. Et il a pris Bosso, il est parti avec Bosso. Mais Bosso, le jour où il quittait le village, il a planté 2 arbres fruitiers. Un safoutier et un avocatier. Et le même jour qu'il quittait le village avec son père, il est parti. Il ne savait pas qu'il devait revenir. Mais c'était pour qu'on se remémore, qu'on pense à eux en regardant les 2 arbres. Voilà, les 2 arbres, parce qu'ils mettraient du temps. Ils mettront du temps, les 2 arbres. Et finalement, Bosso... quand ils sont partis, le papa a dit à Bosso, moi je ne repartirai jamais là-bas. La façon dont mon père a été assassiné, un assassinat crapuleux, je n'accepterai plus jamais de repartir là-bas. Mais toi l'enfant par contre, tu es innocent, tu n'as rien à voir avec tout ça, tu es jeune, tu as 10 ans. Quand tu voudras, tu pourras repartir. Et Bosso est venu donc dans la capitale avec son père. Il a terminé son école primaire, il est rentré au lycée, il a eu son baccalauréat, après il a fait de grandes études. Il est devenu avocat, un grand avocat d'affaires. Il est allé en France, en Europe, il est revenu et il était avocat d'affaires dans la capitale. Mais jusque-là, il n'est plus jamais reparti au village. Bon, après, son père est décédé, il a continué à travailler. Et vers les 70 ans, il décide de s'arrêter. Donc, d'arrêter son travail, parce qu'avocat, bon, en ce moment, il a dit, ça va. Et son cabinet peut continuer à travailler parce qu'il a formé des jeunes avocats. Il était enseignant à l'université, tout ça. Donc, finalement,
il avait une femme médecin. Et la femme a dit, écoute, comme tu as la retraite, moi je préfère qu'on reparte dans ton village. Okay. Il a dit, mais c'est pas possible, ça fait plusieurs années que je ne suis pas plus allé. Tout ça. Il dit, non, 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 nous devons repartir chez toi. Okay. J'ai jamais été chez toi. On a des enfants qui ne connaissent pas chez toi. Donc il faudrait nécessairement qu'on reparte. Après tout, tes racines sont là-bas. Okay. Comme chez nous, on aime dire, c'est là où on a enterré ton cordon ombilical. Voilà. Oui. Donc finalement, elle a convaincu son mari et son mari a décidé de repartir au village. Donc pour repartir, il aurait fallu qu'il construise d'abord une maison au village. Il a pris dans ses économies un peu d'argent, il a envoyé au village et on a construit sa maison. Okay. Et quand la maison était prête, alors il a décidé maintenant de rentrer au village avec son épouse, mais qui n'était pas encore à la retraite parce que la femme travaillait. Travaillait encore, oui. Et finalement, ils sont repartis au village. Et sa femme a demandé au niveau du ministère à être affectée là-bas comme médecin dans le district du village de Bosso là-bas. Et finalement, elle est rentrée avec son mari. Tout le monde était très surpris de revoir ce jeune qui était parti à 10 ans, qui a retrouvé ses bons avocats, c'était de très bons avocats, un très bon safoutier. On a dit même qu'il avait la main de son grand-père, qui était un planteur. Voilà, il avait des... Bon, donc finalement, c'est comme ça que Bosso rentre au village. Mais quand Bosso rentre au village, il vient avec des projets. Oui. Voilà, des projets d'agriculture, d'élevage. Voilà, donc... et finalement, il est venu organiser le village. Il a organisé le village. Il a convaincu les villageois pour qu'ils ne continuent pas toujours à décimer la viande, le gibier dans la forêt. Donc la faune, comme on dit, qui ne continue pas. Donc c'était quelque part un défenseur de l'environnement, des animaux. Et finalement, il a créé les coopératives d'élevage, des coopératives agricoles, coopératives de ceci, et les grandes fermes avicoles aussi. Et il a fait que les villageois, qui sont vraiment des villageois, mais qui étaient devenus désormais, qui étaient devenus des salariés, oui, qui ont replanté des arbres dans les forêts. Ensuite, il est venu les inscrire à la CNSS. Donc ils auront leur retraite, certains d'entre eux qui étaient encore plus jeunes. Et il est allé leur faire ouvrir des comptes dans les banques parce qu'il les payait. Au niveau des banques, ils ne payaient pas au village là-bas. Donc les salaires étaient virés dans leurs comptes. Et ils avaient même droit au crédit. Donc plein de choses comme ça. Il a assuré. C'est les travailleurs, il fallait assurer ces travailleurs-là pour qu'en cas d'eux, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc les villageois l'ont surnommé le retraité révolutionnaire. Ça alors, très intéressant. Donc voilà, après la suite, c'est devenu un grand village touristique, tout ça. Bon, voilà, c'est un peu ça. On n'oublie pas ses racines. Parce que je pense que chacun de nous a des racines, a ses racines quelque part. Voilà. On devrait toujours y penser. Hein. Nous avions suivi... mais c'est ça, le film là, c'était quoi? Route. C'était Racine, non? Avec Kunta Kinte, qui est venu rechercher. D'où étaient partis ses arrière, voilà, ses ancêtres. Voilà, donc je crois que c'est un peu ça. Exactement. Voilà, dans le même cheminement que... C'est très intéressant, on comprend que vous avez vraiment le cœur à l'ouvrage. Vous aimez bien écrire et donc on aimerait bien savoir pour qui est-ce que vous écrivez? Pour qui écrivez-vous? Lorsque vous a donné, pourquoi et pour qui est-ce que vous écrivez? D'abord, je peux vous dire que j'écris par nostalgie. Ok, nostalgie. De mon village, de la vie au village. Je crois que c'est l'une des meilleures vies. Parce qu'on vit une vie vraiment, je peux dire, de liberté et d'indépendance. La vie au village. Il faut aller la goûter, la vie. Nous qui sommes nés... après, on est venu habiter en ville un peu par hasard parce qu'on a réussi à l'école. Parce que, après tout, je suis d'essence villageoise. Donc, je suis ici par hasard grâce aux études. Sinon, je serais un bon producteur de tcham au village. Mon village, c'est la capitale du tcham-tcham. Vous entendez. Donc, j'écris un peu par nostalgie et pour partager un peu, faut dire, l'amour du village aux autres. Aux lecteurs. Donc j'écris pour tous les publics, jeunes, adultes, vieux, comme vous voulez, pour ceux qui veulent lire plutôt, qui aiment lire, ceux qui aiment lire.
Maintenant, quand je parle du village, c'est une image que je donne. C'est-à-dire que c'est pour dire que si quelqu'un va même à l'étranger, il va trouver du bonheur là-bas parce qu'on choisit quand même des gens qui choisissent là où ils veulent vivre. Justement, donc ils pensent que là, c'est bien pour eux, mais qu'ils n'oublient pas le village. Qu'ils n'oublient pas. Leur village, c'est le Congo. Ah oui, à ce moment, leur village, ça devient le Congo. Donc ce qu'ils trouvent là-bas, ils doivent venir partager aux autres ici leur expérience, tout ça. C'est un peu dans ce sens-là. Donc voilà, j'écris un peu par nostalgie. Et je peux vous dire que quand je suis à l'étranger, il ne se passe pas une seconde que je pense à mon pays. Ah ça alors, quand vous êtes tout le temps ici. Et quand je suis ici, j'ai du mal à repartir. Ah oui, oui. On comprend bien. C'est à l'autre bout du monde là-bas. On comprend bien l'attachement que vous avez vis-à-vis d'autres pays. Donc, alors, monsieur Dixon oui, une seconde question qui est très voisine à la première question. Hitler était inspiré des faits sociaux allemands. Hitler avait envie de partager son combat aux Allemands. Hitler était motivé par le changement. Théophile Obenga, lui, il écrit pour partager le combat africain. Il est motivé par l'envie de changer les choses en Afrique. Qu'est-ce qui vous inspire lorsque vous écrivez et qu'est-ce qui vous motive réellement? Ah oui, merci. Mais d'abord, c'est pas bon de prendre l'exemple sur Hitler. C'est un personnage de triste mémoire. Voilà, donc, parler au mot du professeur Obenga, on connaît son panafricanisme, son combat pour la liberté de l'Afrique, pour l'indépendance de l'Afrique. Et que nous... Vous voyez, je suis l'un des plus grands admirateurs du professeur Théophile Obenga. J'aime beaucoup le citer. Voilà. Et donc, Hitler, on peut le laisser un peu de côté. On écarte Hitler. Parce qu'il était mu par des motivations qui ne sont pas nécessairement celles-là. Vouloir conquérir le monde et devenir le chef du monde, et penser qu'il y a des races qui sont au-dessus des autres. C'était très malveillant. Mais, qu'est-ce qui me meut en réalité dans l'écriture? C'est ça que vous voulez dire? Pourquoi je suis motivé, c'est ça? Bon, je suis motivé par le fait que je veux partager aux autres ce que moi j'ai, ce que je sais, ce que je connais, ce que je peux faire. Voilà, c'est le sens du partage. Donc, j'espère qu'il y a des gens qui aimeraient lire ces livres et qui trouveraient du bonheur à lire ces livres. C'est extraordinaire. Donc, tant que j'ai quelques idées, je dois toujours les mettre dans des livres et puis les partager aux autres. Voilà, c'est un peu ce sens-là. Si c'était le combat, ce serait ça le combat. Bon, maintenant, vous avez posé une question. Qu'est-ce qui vous inspire? De quoi sont faites ces idées? L'inspiration, je vous l'ai dit, hein, c'est un peu ma vie au village et puis tout ce que j'observe dans la vie au quotidien, la société elle-même. Tout ce que nous vivons dans la société, je suis quand même un homme d'une certaine expérience, d'un certain âge. Et qui disait qu'un vieil homme qui meurt, c'est une bibliothèque. Je crois que c'est en Patéba. Amadou en Patéba, voilà, donc c'est pour dire qu'à un certain âge, on a quand même... une certaine voilà, donc on peut partager. On peut, voilà. Exact, donc j'ai une certaine expérience. J'ai aussi emmagasiné beaucoup de choses dans ma tête que je voudrais aussi sortir. Et puis voilà, c'est un peu ça. C'est très intéressant. Monsieur Ebolo, il existe d'autres genres littéraires. Pourquoi seulement le roman et non la poésie? Pourquoi seulement le roman? Ah oui, mais ça c'est le commencement. Voilà. J'ai commencé par le roman. Et quand on commence quelque chose, il ne faut pas l'abandonner. Parce que quand on abandonne, on ne réussit plus. Voilà, donc, surtout que c'est très bien fait. J'ai commencé avec le roman. Je pense que je peux encore continuer sur le roman et je peux vous dire que je suis sur 2 autres, mais je n'en publierai plus 2 tous les 2 ans. Chaque année plutôt. On aime ça. Oui, mais ça demande beaucoup de travail. Et à la longue, j'en publierai 1 chaque année. Je suis sûr d'en publier 1 chaque année. Parce que je suis toujours en chantier, toujours en train d'écrire. Là, j'écris sur 2 nouveaux romans. Ah, c'est super. Ou bien j'écris 2 nouveaux romans, donc je suis sur 2 nouveaux romans. Et après, je peux écrire sur d'autres genres littéraires. Par exemple, j'ai un cahier de poésie. Donc, chaque fois que j'ai une inspiration poétique, j'écris. J'en ai déjà, je crois, une quarantaine. Mais que je publierai le moment venu. Voilà, je vais très certainement embrasser d'autres genres littéraires. Mais pour le moment, je suis là où je
pense faire le mieux. En tout cas, ça vous réussit parfaitement. Mais, oui, vous avez déjà fait assez. Il y en a 4 romans, Au gré du destin, Humilité et gloire, On n'oublie pas ses racines, La promesse. Mais pourquoi le titre, La promesse? Pourquoi ce titre? Ah, le titre, La promesse. Bon, parce que je vous ai dit tantôt que cette jeune demoiselle, Cyril Lengui, fait une promesse à sa maman. Elle dit à maman, je te ramènerai ton fils, que tu n'as plus vu depuis une 40aine d'années. Parce que quand Innocent revient, il a plus de 60 ans. C'est déjà un vieil homme. Voilà. Donc, vous voyez, quand on écrit, je vais vous dire, peut-être moi quand j'écris, voilà, je ne peux pas dire comme ça, je ne peux pas généraliser, mais quand j'écris, j'ai un titre pour écrire. Voilà, qui me donne un peu la trame de ce que je vais écrire. Quand j'écrivais ça, c'était, je vais vous dire le titre, c'était Sur les traces de mon frère. Initialement. Sur les traces de mon frère. Voilà. Donc, ça m'a permis de terminer le roman. Après, je dis, sur les traces de mon frère, chacun a quand même son frère. Oui, c'est quel frère? Donc, ça devenait un problème. J'ai dit, non, il faut trouver autre chose. Et c'est là la promesse. Que voilà, j'ai trouvé la promesse. Voilà, ici aussi, c'est la même chose. Voilà, c'était un peu la vie de Bosso. Bosso, le jeune qui est là-dedans. Donc, n'oublie pas ses racines. C'était la vie de Bosso. Mais quand je constate que Bosso est parti, et il a pensé à revenir chez lui, dans son village, et sa femme lui a dit, on n'oublie pas ses racines, c'est quand même chez toi, c'est mieux d'aller partager l'expérience de tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as fait ici, aux autres au village, qui seront très contents de te voir repartir là-bas. Voilà, c'est là que j'ai pris la phrase qui me permet de dire on n'oublie pas ses racines. C'est comme ça que je fais le titrage un peu. C'est très fructueux, vous avez une tête qui réfléchit bien. Ok. Alors, une autre question, mais elle va dans le même sens. Je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Pourquoi le titre N'oubliez pas vos racines? Moi, j'aimerais plutôt vous poser celle-ci. Vous êtes économiste, aussi journaliste, je dirais aussi enseignant de marketing. Pourquoi n'écrivez-vous pas un livre dans ces domaines-là? Vous avez raison de poser cette question, c'est vrai. Mais ça, c'est des livres techniques. Ça, ce n'est pas la littérature. Voilà, ça, c'est des livres techniques, c'est des livres scientifiques. Mais ici, nous sommes dans le domaine de la littérature. De la littérature. C'est vrai, j'aurais pu bien écrire. Il y a plein de sujets ici en économie à écrire, sur lesquels on peut écrire, c'est vrai. Ensuite, dans la gestion d'entreprise, surtout que j'ai dirigé l'entreprise, je peux vous dire que quand j'ai commencé à la Cojolo, j'ai commencé comme agent. Quand j'ai fait le test, oui, je suis rentré. Après, j'ai été nommé chef de service. Après, je suis devenu, j'ai été aussi nommé chef d'agence. Après, directeur commercial, directeur des études et d'exploitation. Ensuite, coordonnateur des agences. Ensuite, directeur général par intérim. Ensuite, directeur général. Ensuite, président du conseil d'administration. Donc, je peux écrire sur l'entreprise, ça c'est sûr. Si je m'y mets, il n'y a pas de problème, je peux écrire. Voilà. Donc, ça c'est possible. Mais ça, c'est vraiment la science, ça c'est la technique. En marketing aussi, je me souviens à l'époque, il y avait un journal ici, je peux appeler ça comme ça, un journal, c'était Congo Magazine. C'était comme une revue. J'avais publié à l'époque dans Congo Magazine un article dont le titre était « Le marketing politique ». Voilà, je parlais du marketing politique. Vous voyez, pour nous, les marketeurs, pour dire ça comme ça, l'homme politique est un produit qu'il faut vendre. Voilà, donc là, on se met directement dans l'optique vente. Parce que tout le monde le connaît, avec ses imperfections, avec enfin, on connaît ce personnage-là, mais vous devriez le vendre, le faire accepter. Voilà, donc c'est un peu ça. Et là-bas, il y a... Vous voyez, tout le monde dit, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est tout le monde qui dit comme ça. Mais en marketing, on dit autrement. On dit il ne faut pas tuer l'ours avant d'avoir vendu sa peau. Il faut d'abord vendre la peau de l'ours et aller tuer l'ours. Parce que vous pouvez aller tuer l'ours et vous ne trouvez pas de clients pour la peau de l'ours.
Ah oui. Oui, le marketing, c'est autour de ça. Le marketing, là, c'est autre chose. Ça, c'est du marketing. Donc, il faut vendre la peau de l'ours. Il faut d'abord trouver le client. Le client d'abord, oui. Qui a accepté. Vous allez tuer, vous lui apportez la peau de l'ours et vous avez l'argent. C'est très bien réfléchi. Oui, donc, bon, peut-être que le moment viendra, on pourra écrire très certainement, si on a un peu de temps et si on est plus inspiré aussi dans ce domaine, on pourra, écrire un livre dans le domaine. L'aspect subséquent à cette question, nous savons que vous faites la politique. Pourrions-nous s'attendre un jour à un essai politique demain? Un essai politique. Oui, parce que vous êtes quand même aussi un des vieux routiers de la politique. De la politique. Ah oui, c'est vrai. Vous avez une expérience en politique. Mais est-ce que je fais la politique pour écrire sur la politique? Je ne suis pas sûr. Je suis membre d'un parti, vous savez, je suis membre du Parti communiste du travail, dont je suis membre du comité central depuis 2006. Voyez. Et est-ce que cela me donne le droit d'écrire un essai politique? Pour la postérité? Pour la postérité, oui. Est-ce que j'ai vraiment bien. Bon, est-ce que j'ai assez d'expérience en la matière? Bon, je peux quand même vous dire, vous voyez, je vous parlais on parlait de professeur Obenga. Oui. Qu'est-ce qu'il dit lorsque vous voulez traiter d'un sujet? Que dit-il? Qu'il faut avoir la compétence, l'autorité et la légitimité. Bon, est-ce que moi je regroupe en moi ces trois critères? Peut-être oui, peut-être pas. Peut-être j'en ai deux, peut-être un seul. Mais c'est bien d'écrire et de se soumettre à la critique des autres. Ça, c'est sûr. Et oui, je crois que je pourrais peut-être y réfléchir. Peut-être y réfléchir. Et nous pensons que ce serait vraiment bien. Ah bon? Ce serait vraiment bien. Voilà un incitateur. D'accord, je vais regarder. C'est une belle question. Je vais réfléchir. Peut-être aussi, oui, il y a beaucoup de choses en politique sur lesquelles on peut écrire. On peut écrire, on peut aussi éclairer aussi. Mais oui, bien sûr. Oui, ça va servir. Je vais y réfléchir. Mais pas au moment où j'ai des fonctions diplomatiques. Ah non, mais bien voilà, pour le moment, j'ai l'obligation de réserve sur beaucoup de questions. Mais après, peut-être, oui, on pourra écrire. Oui. Vous avez déjà 4 ouvrages, c'est pas rien, monsieur. Mais on ne vous a jamais vu tenir une conférence de presse afin de pouvoir présenter ces 4 romans-là. Pourquoi? Pourquoi vous voulez peut-être les garder? Pourquoi vous ne le présentez pas au grand public? Mais je les écris, madame, pour que les gens les lisent. C'est clair et net. Donc je n'ai pas besoin de garder moi-même, sinon je ne vais pas... En tout cas, ça mérite. Vous avez raison, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Apprécié énormément. Bon, tout cela, c'est... Ça dépend des choix, des canaux, comment on peut dire ça, des canaux de presse que vous voulez utiliser. Voilà. Pour le moment, j'utilise celui-ci, avec vous, autour d'une émission qui pourra repasser. Je suis sûr que vous la diffuserez. Ensuite, vous pourrez encore la rediffuser, peut-être encore la rediffuser. On la mettra en ligne ce qui n'est pas nécessairement le cas pour la conférence de presse. On n'a pas tout le temps, voilà, on n'a pas tout le temps. Ensuite, il peut se passer, on peut se poser la même question sur la presse écrite. Je peux aussi accorder une interview dans un journal. Mais attention, la semaine prochaine, il y aura un autre journal, un autre numéro du même journal qui paraîtra. Il n'y aura plus mon interview. Voilà, ça balaye tout ça. Vous voyez, ça sera déjà vieillot. Et finalement, on ne lira plus. Ceux qui n'ont pas lu ne liront même presque plus. Vous voyez, je crois qu'il faut, j'ai choisi pour le moment ça. Et si j'avais un peu plus de moyens, je passerai peut-être encore dans d'autres chaînes de télévision pour en parler, voilà, peut-être. Comme avec le doyen Sauve Gérard. Voilà, il y a une émission littéraire là-bas à Télé-Congo, voilà, Cultura. Il faudrait bien que vous arriviez. Peut-être que je vais regarder avec lui, si je peux passer aussi là-bas, et puis peut-être à d'autres télé, peut-être à la radio aussi, parce que ça aussi, on peut rediffuser à la radio. Donc pour le moment, j'ai fait ce choix-là. Et puis aussi, quand vous faites une présentation du livre, il faut en avoir beaucoup d'exemplaires. Ah oui, il faut en avoir en quantité. Voilà. Oui. Je vous avoue que mes moyens ne me permettent pas d'en avoir 200 à 300. Je suis sûr, parce que je suis quand même un peu connu. J'ai eu des amis au lycée, à l'université, au travail, tout ça. Et si je décidais de faire une présentation en faisant venir beaucoup de gens, il me faut au moins 300 à 400 exemplaires. Sinon,
je vais présenter les 50 que j'ai, les gens vont dire mais c'est quoi, et puis les gens n'auront pas de livres. Et sur place, on aurait une rupture de stock, c'est pas une bonne chose quand vous vendez. Donc, bon, mais je vais y penser. Peut-être que prochainement, je ferai une conférence de presse globale, avec peut-être les 4 ouvrages qui sont déjà là. Voilà, je verrai bien, ça mérite bien ça. Si ce serait possible. Quoi. Très bien. Alors, madame la journaliste, avec votre permission, oui, allez-y, monsieur Ebolo, consul général, oui, écrivain, oui, mais président de la Fondation Ebonga La Vitrine, nous avions quand même, n'est-ce pas, Dixon, gardé sous notre manche une surprise pour vous. Vous avez été l'initiateur du concours culturel François Okobo. On nous a dit que vous rendiez hommage à cette occasion à un grand homme, un fils du terroir, François Okobo, qui avait fait l'honneur de Oando et du Congo. Alors, il y avait des jeunes talents. Vous nous aviez envoyé, mesdames et messieurs, monsieur Ebolo, depuis des milliers de kilomètres là-bas, Brazzaville, chez Ngwanzou, on ne sait pas combien ça fait, mais en tout cas, c'est l'autre bout du monde. Vous aviez dirigé ça, nous avions été dépêchés, on a discuté avec des élèves, on les a formés, il y a eu concours. On a déniché des talents. On a déniché des talents, il y a eu 4 concours, et pendant le concours d'éloquence, nous avions découvert, vraiment c'était une compétition de haut niveau, mais une jeune dame avait été comme ça la primée, la lauréate donc, du concours d'éloquence. Elle s'appelait alors Azura Jennifer. Et c'est elle qui est sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle. Si on peut acclamer pour monsieur le président de la Fondation. Oui, c'était une surprise pour vous. C'était une pour une bonne surprise. preuve, je vous ai même emmené mon diplôme de première lauréate. Je vois, oui, c'est vrai. Et les 2 romans que j'avais reçus pendant le concours. Vrai. Voilà. C'est ça la surprise que nous avions gardée pour vous. C'est très gentil. C'est une manière... Parce que je me disais que je l'avais vu dans les reportages vidéo. Je disais, mais est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas... Je me suis abstenu de poser la question. Alors, lorsque vous êtes devant cette... Félicitations. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Lorsque vous sortez comme ça, là, on peut dire de l'ombre, une valeur, une jeune, un enfant de chez nous, et que grâce à la Fondation, vous la retrouvez du fait d'avoir été primé journaliste. Quelles sont vos impressions en live pour que tout le monde sache? Parce que là, on est à l'atterrissage de l'émission. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que président de la Fondation Ebonga La Vitrine? Que du bonheur. Ah bon? Que du bonheur. Vous voyez, j'ai une certaine émotion. Oui, et nous comprenons votre émotion. Quand nous avions pensé à ce concours culturel, on n'imaginait pas que de sitôt, voilà, il y aurait une présentatrice dans une émission et qui me poserait des questions à moi, voilà, qui a initié l'initiateur de ce projet. Je peux vous dire que je suis très très content. Et je lui souhaite, je ne sais pas si elle a choisi le journalisme, mais enfin, donc je lui souhaite bon vent. Merci, et qu'elle connaisse le succès dans son nouveau métier. Nous avions effectivement dit nous avions décidé au niveau de notre fondation d'accompagner ces jeunes. Et là, nous aurons une réunion de conseil d'administration, je crois, dimanche, où on me dira à peu près qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui reste à faire pour les jeunes lauréats. Parce qu'on ne va pas les abandonner comme ça, parce qu'il y en aura d'autres encore. C'est ça justement. Alors si nous n'arrivons pas à suivre les premiers et les seconds, nous ne pourrons pas. Voilà. Donc, le directeur général et les membres du bureau, nous ferons le point. Et après, nous verrons ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux pour pouvoir accompagner ces jeunes lauréats-là. Donc, certainement qu'après, vous serez tous conviés et à savoir qu'est-ce qui est prévu pour vous dans l'accompagnement. Justement, monsieur, nous attendons avec beaucoup d'impatience ce que vous allez faire parce que c'est très frappant, personnellement, parce que c'est moi qui bénéficie de ça. Ça m'a offert une très grande opportunité. J'étais partie à Oando pour sur une formation d'institutrice. Voyez-vous, je me retrouve sur un plateau télé alors que je n'ai jamais été formée. Voilà. Et pourquoi? Parce que grâce à l'organisation dont vous avez fait pendant ce concours,
Monsieur Alexis a eu à ajuster quelques trucs et à pouvoir sortir le bien qui est en moi, voilà, je me retrouve là. Ce qui m'offre déjà plusieurs opportunités. Tout ceci, c'est grâce à vous et à votre bon cœur. Je souhaiterais que vous continuiez toujours dans cette optique et que bien d'autres aussi puissent bénéficier. Et sûrement, si vous savez, sûrement vous le savez, quand des enfants, des jeunes vous apprécient, dites de vous, parce qu'au Rwanda, vous êtes beaucoup connu, peut-être qu'on ne vous a jamais vu là-bas, oui, mais vous êtes beaucoup connu là-bas et on vous attend avec beaucoup d'impatience. Je reçois souvent des coups de fil. Est-ce que le concours va se refaire encore? Est-ce que tu vas venir? J'ai dit, bon, sûrement si monsieur voilà, accepte que j'arrive avec la délégation qui sera c'est sûr, confiée, j'y serai que aussi. Vous faites déjà partie de l'équipe justement. Convergence et Révolution culturelle. Vous êtes beaucoup apprécié, je souhaiterais que vous continuiez vraiment dans cette optique. Mais malgré tout ceci suscite en moi une question, une dernière question, parce que nous sommes à l'atterrissage. Vous n'êtes pas le seul consul du Congo ailleurs. Vous n'êtes pas le seul écrivain. Vous êtes nombreux. Mais qu'est-ce qui fait à ce que vous soyez aussi, vous vous intéressez autant à la jeunesse congolaise au point de leur offrir ce genre d'opportunités, de pouvoir sortir des ténèbres, des lumières? Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que vous avez un projet propre à vous, personnel? Un objectif particulier. Un objectif particulier, très bien, merci monsieur Dickson, où il y a autre chose. Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce seulement de l'amour, de la générosité ou autre chose? Et surtout, pourquoi les autres ne font pas comme vous? Oui, mais vous êtes le seul. Oui. Pourquoi? D'accord. Mais je suppose que les autres, ils font aussi autre chose. Que je ne fais pas. Justement, d'accord. Non, je pense que l'avenir appartient à la jeunesse. Okay. Vous voyez, moi, j'étais à l'époque de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise. J'étais activiste de l'UGC et, voilà, et nous disions que l'avenir appartient à la jeunesse. Et vous êtes le Congo de demain. Nous, là, c'est fini. Hein, c'est fini. Maintenant, c'est vous. Ceux qui me remplacent sont déjà là. Les Dickson sont déjà là, bien d'autres. Mais vous, vraiment, c'est l'avenir du Congo. Et on devrait, je crois que c'est ce qui est fait, c'est que fait le gouvernement, tout ça, s'organiser à faire en sorte que vous puissiez évoluer. Et parce que demain, vous aurez à défendre les couleurs de ce pays. Sur tous les plans. Voilà. Donc, c'est une motivation de plus. Vous voyez, en vous voyant ici, ça me motive évidemment. De plus pour faire mieux. Donc, ce n'est pas que je ne suis pas une exception. Non, non, non. Je pense que j'ai choisi ce créneau, justement. Mais d'autres ont choisi d'autres créneaux qui sont, je crois que tout cet ensemble-là concourt à ce que le pays se développe et puis aille vers l'avant. Donc, merci pour les éloges que vous me faites. Vous les méritez réellement. Je ne suis pas seul, je suis avec l'équipe qui travaille avec moi. Donc, on va se partager ces éloges-là. Merci. Maintenant, espérant que la Fondation aura toujours les coups de frange pour continuer à organiser le concours culturel François Okobo, qui est en réalité son activité phare. Parce que après le concours culturel François Okobo, la Fondation a organisé au mois de mai à Ouando la sensibilisation des élèves de classe terminale sur l'orientation dans les études supérieures. Exact, exact. Oui, donc la Fondation, Ouando avait à peu près... L'État nous suit, l'État devrait vous accompagner. Bon, mais le gouvernement devrait vous accompagner. Il faut d'abord... Au moment où nous sommes à l'atterrissage, nous ne pouvons pas manquer de le dire. Il faut que le gouvernement congolais mette la main à la pâte et pousse comme ça, aide la Fondation Ebonga, la vitrine, parce que le chantier est colossal, mais les moyens ne le sont pas. Alors on a besoin de l'aide du gouvernement. Et on peut ajouter que des entreprises peuvent devenir des partenaires, de ce concours culturel. Justement. Exact. Mais le problème, c'est moi j'étais chef d'entreprise. C'est-à-dire on veut d'abord vous voir à l'œuvre. Ah d'accord. Voilà. Maintenant qu'il y a un produit, il y a des fruits, maintenant on peut nous aider, maintenant à nous écrire, de demander de sponsoring, du mécénat un peu partout. Même le ministère de l'enseignement, là c'est l'enseignement secondaire. Non Donc nous écrirons au ministère de l'enseignement secondaire pour informer. Parce que vous savez, le jury de ce concours était composé de qui? Était composé des directeurs départementaux, des inspecteurs, tout ça. Ils étaient là. Donc, on va écrire, nous allons écrire officiellement pour donner l'information. Et peut-être que si les moyens du ministère le permettent, il pourra effectivement nous accompagner. Très bien, c'est une très bonne initiative. Vraiment, nous espérons que vous faites vraiment plus. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette belle émission de la présentation des 2 livres de Emmanuel
Ebolo, la promesse et on n'oublie pas ses racines. Et c'est un homme qui ne se limite pas qu'à l'écriture, ni à exercer ses fonctions. Il s'intéresse réellement à la jeunesse. Et nous demandons à Dieu de le bénir énormément parce qu'il a de très bons projets pour nous. Merci et à la prochaine.